d'être à l'origine d'un plan social impliquant 10 000 suppressions d'emplois, l'Airbus A380 a toujours été considéré et célébré comme un monument national, y compris à la télévision. Bonsoir Toulouse. Alors, comment se fait-il qu'aucun média n'ait vu venir les lourds retards de fabrication de l'A380 et pouvait-on informer sur ce monument national, sur ce symbole de l'aéronautique européenne, comme sur n'importe quel autre sujet? Avec nous sur ce plateau, 3 invités. D'abord un homme de l'intérieur, Jean-François Knepper, vous êtes syndicaliste force ouvrière à Airbus. Et ensuite 2 journalistes, Pierre Condon de l'hebdomadaire spécialisé Air et Cosmos et Thierry Santous de France 3 Midi-Pyrénées. Les reportages que vous avez faits sont extrêmement instructifs sur la manière dont on pouvait ou dont on ne pouvait pas informer sur Airbus. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiker, par un arrêt sur les différentes manières de tirer à la ligne pour une chaîne de télévision pour égaliser les temps de parole des candidats. Et oui, et vous savez que cette égalisation devrait servir à traiter de façon égale chacun des candidats et de servir leurs paroles de façon équitable. Et bien, ça se traduit souvent par une égalisation du temps de spectacle politique. C'est à croire que moins on parle de politique, plus les chaînes sont contentes. À telle enseigne, on va prendre un premier exemple avec Philippe de Villiers et cette curieuse façon qu'on a de l'interroger sur la drogue, ce fléau qui fait des ravages. Jus d'orange, fruits, car vous carburez aux vitamines, hein, c'est ça une campagne, faire des vitamines. Le banane orange. Quoi d'autre comme dopant? Pardon? Quoi d'autre comme dopant? Oh bah, des fruits. De la cocaïne? Pardon? Non. 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 Vous croyez qu'il y a des candidats qui marchent à la cocaïne? Je peux manger, là? Oui, allez-y. Je sais pas, j'allais vous poser la question. Je pense pas. Je pense pas. On peut donc se débarrasser de la politique dans ce genre d'interview par des questions qui la décrédibilisent un petit peu, mais on peut aussi s'en moquer en conservant au montage des propos tenus par les candidats particulièrement essentiels à l'avenir du pays. Et vous n'avez jamais perdu la foi? Non. J'ai toujours... le désespoir en politique est une sottise absolue. On fait notre arrêt pipi bientôt. On arrive là dans 500 mètres. Et en même temps le soleil. Allez, soleil, bip bip. Voilà, mais pour évacuer bip bip la politique du temps de parole politique, on peut aussi faire confiance aux candidats et à leur complaisance. Ça, c'est la chambre. Bon, vous voyez, toujours beaucoup de livres. Les livres commencent à être un petit peu un problème. Encore, vous voyez, il y a des trous. Là, je vais pouvoir, dès que je vais avoir le temps de ranger après les élections, je vais quand même pas vous emmener visiter la salle de bain et les toilettes. C'est pas très intéressant. Alors, grâce à ça, on est certain qu'il y a véritablement égalité entre la salade à la cocaïne, la pause pipi et puis la visite éventuellement de la salle de bain ou de la chambre à coucher. Et puis, au milieu de ça, il y a une candidate qui n'a strictement rien compris, mais vraiment rien. Elle continue, la pauvre, à faire de la politique. Ces symboles, ils appartiennent à notre peuple parce que c'est notre peuple qui a permis qu'ils existent, parce que c'est notre peuple qui a fait la République. Le vote utile, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un vote utile dans une élection? C'est voter utile pour soi, pour ses proches, pour ses collègues de travail. C'est voter utile, c'est-à-dire voter pour quelqu'un qui vous propose des solutions à vos problèmes. Je milite pour ma part pour aller vers la suppression des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Ça doit être une priorité. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de droit d'inscription, de symbole républicain, n'importe quoi. Il n'y a même pas une pause pipi, il n'y a même pas de la cocaïne, il n'y a rien. Et ben voilà, face à l'égalisation du temps de parole, les candidats, ils sont malgré tout pas tous égaux, parce qu'il y a ceux qui composent avec la caméra, il y a ceux qui ont un don, et puis il y a ceux qui sont moins bons, ou qui dans l'œil des journalistes sont pas de bons clients. Et ben ceux-là, ils persistent à parler politique, à faire de la politique, je dirais, de façon traditionnelle, et je suis même pas sûr qu'ils en soient récompensés un jour.
Un autre candidat, Nicolas Sarkozy, s'est mis en colère, Perrine Dutreil, contre un reportage diffusé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Oui, Nicolas Sarkozy était reçu mercredi soir, donc sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il était interrogé sur un sujet qui fâche, la fabrication des passeports biométriques. Un bras de fer avait opposé en 2006 le ministère de l'Intérieur à l'imprimerie nationale, dont une usine est dans le Nord. Et on s'en souvient, ça avait causé de gros problèmes aux touristes français qui voulaient partir aux États-Unis. France 3 rappelait les faits ce soir-là. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberture, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français, un choix qu'ils jugent illogique et illégal. Si le ministère de l'Intérieur est hors la loi, nous on ne quitte pas le ministère de l'Intérieur tant qu'il y a respect de la loi. On est en République, donc on fera respecter les lois de la République. Une loi de 1993 prévoit en effet que tous les documents officiels de la République doivent être fabriqués par l'imprimerie nationale. Finalement, en mars 2006, le Conseil d'État donnera tort au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, grâce à cette victoire, l'usine de Flers, qui avait perdu le marché des annuaires il y a 2 ans, a retrouvé un avenir économique. Alors après avoir vu ce reportage, Nicolas Sarkozy n'était pas content du tout. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. Et pourquoi attendez, madame, l'entreprise publique j'ai dit que ce reportage était d'un manque d'objectivité invraisemblable. Je dois m'en expliquer. Alors, Perrine, ce reportage était-il malhonnête? Alors, malhonnête, non. Alors, certes, il y a un léger raccourci sur lequel s'énerve Nicolas Sarkozy. Le reportage disait que le ministère de l'Intérieur avait choisi l'entreprise privée Auberture pour fabriquer les passeports biométriques. En réalité, il y a effectivement eu un appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur, appel d'offres remporté par Auberture. Mais en mettant l'accent sur ce raccourci, en fait, Nicolas Sarkozy ne répond pas sur l'essentiel. En fait, si l'on en croit la décision du Conseil d'État, c'est justement cet appel d'offres qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, donc dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. Merci beaucoup. Encore un candidat, avec vous Sébastien Boller. Les mots choisis par la télévision pour évoquer José Bové ne le sont pas au hasard. Oui, parce que quand j'ai appris que José Bové allait se rendre à Mantes-la-Jolie, moi je me suis demandé comment on allait nous faire passer l'idée que cet agriculteur, symbole de la lutte anti-OGM, allait trouver sa place dans la problématique des banlieues. Alors du coup j'ai regardé avec beaucoup d'attention comment en parlait le journal télévisé de France 2, c'était il y a une semaine. Toujours prêt à désobéir, José Bové. Il faut écraser Sarko là. Bah oui, on va l'écraser. Tout à son aise dans le quartier du Val-Fouré, il se présente comme le candidat anti-Sarkozy. Dire à quelqu'un que c'est une racaille, dire qu'on va les nettoyer au Karcher, ce sont des mots qui sont abjects. C'est vraiment mépriser les personnes. Voilà, on voit des scènes de sympathie avec la population, une petite attaque sur Sarkozy. Jusque-là, rien de spécial, ça on l'a entendu 1000 fois. Donc la particularité de José Bové, pour l'instant, elle ne saute pas aux yeux, j'avais pas réponse à ma question. Mais à un moment donné, arrivait dans le reportage cette petite phrase que je vous propose d'écouter. En banlieue, le paysan du Larzac est un peu sur ses terres et il engrange des voix pour le premier tour. Le paysan du Larzac, déjà là on retrouve quelque chose de connu. Cette phrase est assez amusante. Qu'est-ce qu'elle dit? En banlieue, le paysan du Larzac est un peu sur ses terres. Pas du tout, il n'est pas du tout sur ses terres à Mantes-la-Jolie. Ensuite on nous dit qu'il engrange. Bon là effectivement l'agriculteur, on imagine presque José Bové avec sa fourche faisant des réserves de foin pour l'hiver. Et ça se trouve que ça va bien avec l'expression engranger des voix. Donc on sent qu'on veut nous insinuer un petit parallèle au prix d'un petit jeu de mots. Et ça, c'est typique d'une pratique journalistique qui s'appelle le transfert de propriété. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, ce qui s'est passé il y a 10 ans à l'époque des OGM, quand les journaux titraient « Alerte à la bouffe folle » ou « Alerte au soja fou ». Donc le transfert de propriété, c'est traiter un thème nouveau avec du matériau ancien, que ce soit les OGM avec le concept de la vache folle qui précédait, ou le nouveau candidat des banlieues, objet un petit peu étrange et nouveau, en faisant appel au bon vieux José Bové des campagnes. Pourquoi cette pratique? Eh bien parce que c'est plus économique du point de vue du traitement de l'information dans le cerveau humain. Le téléspectateur va pouvoir utiliser des bonnes vieilles synapses qu'il a déjà bien rodées, il n'a pas besoin d'en créer de nouvelles, c'est en quelque sorte la loi du moindre effort. Ah, économiser nos synapses. Ça fait du bien.
Julia, l'histoire d'une photo de Paris Match qui ne disait pas, mais alors pas du tout, ce qu'on avait voulu lui faire dire. Oui, il s'agit d'un reportage spécial de Paris Match publié le 1er mars dernier. C'est un reportage photo fait par Eric Hatch qui a passé 5 mois dans une des cités qui s'appelle La Forestière. Et ce reportage s'ouvrait avec cette double page. Retour à Clichy-sous-Bois avec ces jeunes gens qui posent en bas de l'immeuble. Puis il y avait une autre double page avec plein de photos, dont celle-ci, très particulière, particulièrement frappante, où vous voyez la jeune femme blanche, blonde, très concentrée sur son livre, entourée par les jeunes gens un peu inquiétants. Et il y avait aussi une légende qui nous renseignait encore plus sur cette photo. La passagère, pas rassurée, se plonge dans sa lecture et n'en sort pas. Alors, l'Humanité, le 23 mars dernier, titrait Paris Match en flagrant délit de manipulation et où on pouvait entendre cette jeune femme de la photo dire « Je n'étais pas au courant de cette photo et personne ne m'a interrogé pour me demander si oui ou non j'avais peur ». Alors, moi, je suis allée dans cette cité pour rencontrer les jeunes gens, notamment, qui ont participé au reportage et qui étaient sur cette photo. Et vous allez voir, eux, ils étaient plutôt contents de cette expérience. J'apparais sur cette photo-là. Celle-là, je suis là. Et aussi, j'apparais dans cette photo-là. On faisait un concours d'euros avec quelques camarades. Si, Shekel. Ouais. Et j'apparais là dans le train. Avec mon ami Makalou, il est là. C'est moi là. Voilà, et avec la prof qu'on connaît là. La prof là, ouais, d'Alfred Nobel. Ouais. Moi je suis là. Ça c'est quelques amis à moi, vous voyez. Ben c'est tout, hein. J'apparais que ces trucs là dans le journal en gros. Et cette photo-là, par exemple, elle était prise comment, dans quelles conditions? En fait, il y avait un reporter, il s'appelait... c'est quand? C'est Eric Hadj. C'est lui, il était venu à la cité. Comme ça, il a parlé avec nous, il nous a dit ouais, il veut faire un reportage et tout. On a parlé avec lui, tout ça. Après, on lui a dit ouais, on était d'accord. Il nous a fait signer des papiers comme quoi il peut nous photographier, tout ça. Ben, voilà. Et il nous a pris sur certaines activités qu'on faisait habituellement et voilà. Là, vous avez pris le RER avec lui? Ouais, ce jour-là, en fait, nous, on prenait le RER, on allait faire des courses. Et en même temps, Eric, il nous a dit ce qu'il pouvait venir avec nous. On lui a dit vas-y, viens. Et il a pris des photos en même temps. Vous connaissiez la professeure? Ouais, on la connaît. C'est la camarade, c'est la prof d'un de mes camarades. Voilà. Elle vous a reconnu? Non, moi je la connais pas personnellement, mais elle connaît mon pote. Voilà, vous l'avez compris, cette dame en question, en fait, c'est une professeure qui travaille au lycée professionnel d'Albert Nobel. Et elle m'a raconté sa version des faits. Comment vous avez découvert l'existence de la photo? Donc c'est un ami qui a sa femme qui est coiffeuse qui nous a appelé et qui m'a dit va acheter Paris Match, on dirait que c'est toi. Donc j'ai été l'acheter. Donc ça m'a fait rire le temps de la photo jusqu'à ce que je lise le commentaire, à vrai dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le commentaire? Alors ce qui me dérange, c'est qu'on note que je ne suis pas rassurée et qu'à aucun moment on ne m'a posé la question de savoir si oui ou non j'étais rassurée. Vous avez remarqué que les jeunes rentrent en faisant un peu de bruit? Non, pas particulièrement. C'est quotidien, donc on rentre dans le RER, je m'assois, je prends un livre et après ce qui se passe autour, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez appelé le correspondant, le journaliste de l'Humanité? Oui, c'est moi qui ai contacté le journaliste de l'Humanité. Après avoir essayé en vain de contacter Paris Match, je les ai appelés le jour même où j'ai vu le problème, donc ils n'ont pas voulu faire un démenti. Enfin, donc par oral, on m'a dit qu'on ne faisait pas ce genre de choses, qu'il fallait faire un procès dans ces cas-là. Voilà, je suis allée également voir le photographe en question, Eric Hadj, à qui le journaliste de l'Humanité n'a pas parlé et qui m'a expliqué qu'il était vraiment désolé de l'impact de cette photo. Cette photo, je l'ai prise quand les jeunes allaient à un centre commercial qui est à Rosny-sous-Bois. C'est vrai que cette femme, on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment peur. Je pense qu'elle n'a pas peur, elle est plongée dans son livre. Mais je pense que c'est plutôt le climat de la photo qui leur a fait mettre cette légende sans effectivement poser la question à cette femme. Et j'en suis vraiment navré. Voilà, en fait, ce qu'il m'a expliqué aussi plus tard, c'est que c'est pas lui qui écrit les légendes à Paris Match. Il donne évidemment les indications au journal, mais c'est la rédaction qui se charge des légendes. Ouais, c'est jamais les photographes qui font les légendes. Hein. Eux, ils apportent les photos, puis ensuite la rédaction les légendes comme elle veut. Et là, effectivement, il y a eu un souci. Merci, Julia. On va en venir maintenant à une autre image, celle de l'Airbus A380, qui vient de s'inviter dans la campagne présidentielle à travers un plan de suppression de 10 000 emplois.
Pourtant, pendant des mois et des mois, tous les médias encensaient l'A380 sans jamais sembler deviner les retards en chaîne qui allaient être à l'origine de la catastrophe industrielle finalement annoncée en juin 2006. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer de comprendre dans quelles conditions les journalistes pouvaient travailler sur ce sujet, pas comme les autres, en commençant peut-être, Marianne Eskovic, par une image qui est peut-être révélatrice d'un certain climat. C'était en novembre dernier. Alors à cette époque, on savait déjà que le programme aurait près de 2 ans de retard. Et alors ce jour-là, la 380 terminait une série de vols d'essai et se posait à Toulouse. Alors Thierry Santous, vous étiez sur le tarmac avec d'autres journalistes et vous commencez une interview du responsable du programme de la 380. Mais apparemment, c'est pas si simple. Après une ultime étape de 16 000 km de Vancouver à Toulouse d'un seul coup d'aile, le géant met ainsi un point d'orgue à sa campagne d'essai en vol. Un tour du monde mené de pair avec une vraie campagne de communication d'Airbus. Airbus qui tente de refaire l'image dégradée du programme A380, retard, problème industriel et dernièrement annulation. Au pied de l'avion, Mario Reinen, le nouveau directeur du programme. Et quand on veut en savoir plus... Revenu sur temps et tout le programme s'est déroulé sans problème. Mais les détails vous seront donnés par... Attendez, s'il vous plaît, c'est pas prévu d'interview. Et d'eau peut-être. Bon, au moins ce que l'on sait, c'est que l'avion devrait être déclaré bon pour le service dans la semaine du 11 décembre. Alors, cette dame qu'on vient de voir là, c'est la directrice de communication d'Airbus, celle qui vous interdit, à vous tous les journalistes qui sont là en bas de la passerelle, de poser une question. Alors, c'est une image très forte, hein, vous avez choisi de la laisser au montage, j'imagine que vous vouliez dire quelque chose. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Est-ce que cette image elle est emblématique? C'est-à-dire, est-ce que Airbus est une entreprise à laquelle on ne peut pas poser de questions? Non, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que ce jour-là, l'avion rentrait d'un tour du monde, ce qu'on appelle un route proving, et le nouveau patron du programme... Mario Reinen venait saluer l'équipage, puisque tout s'était bien passé, un petit bonjour amical. Et comme il était là depuis peu, et je le vois arriver sur le côté, il n'était pas prévu non plus dans l'opération, je me dis tiens, c'est l'occasion d'aller, mais sans vouloir polémiquer, puisqu'on était là plutôt pour parler, je dirais, un peu de technique, hein, tour du monde, comment ça s'est passé. Mon intention n'était vraiment pas de polémiquer. Mais votre intention n'est pas de polémiquer, mais là ce qu'on voit, c'est qu'il y a un message que Airbus veut faire passer, c'est le tour du monde s'est bien passé, les essais sont concluants, tout va bien. Et nous, on était là pour ça. Et non. Alors, eux, ils imaginent que vous êtes là pour ça. Non, mais on était là pour ça. Oui, mais vous avez envie d'être là pour autre chose, c'est ce qu'on voit dans l'image. À partir du moment où je vois Mario Reinen, évidemment, je ne peux pas ne pas aller le voir et lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Bon, la suite, on l'a vu. Non, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, la seule manière de travailler avec Airbus, c'est de poser les questions qu'ils veulent que vous posiez, qu'ils ont prévu que vous posiez, et que dès que vous sortez des rails, si j'ose dire, pour un avion, il se passe ce qu'on vient de voir? Pas toujours. Ils essaient évidemment de faire de la communication. Les enjeux sont là. Bon, ils font de la communication, c'est clair. Ils ne font pas de l'information, ils font de la communication, voire même au-delà. Alors, par exemple, nous, on arrive quand même aussi à rencontrer des gens et les non-réponses contiennent parfois de l'information, comme ce que vous avez vu. Donc chacun joue fait son métier en se respectant. Mais quand on est sur le terrain, c'est un peu comme au rugby. Hein, eh bien, on va au but. Enfin, on essaye. Même si on se respecte à côté. L'image rugbystique est intéressante. Puis il ne faut pas oublier qu'on est dans le sud-ouest. L'image que vous venez de voir, là, elle vous paraît symptomatique des rapports entre Airbus et la presse? Elle me paraît surtout symptomatique de la période à laquelle ça s'est produit. Parce que Heinlein venait juste d'arriver. Le précédent directeur du programme, Charles Champion, avait été mis sur la touche. Heinlein arrive. C'est un type qui jusqu'ici n'a pas communiqué, n'a donc pas l'habitude de la presse, et je crois qu'il y a probablement autant un problème interne qu'un problème externe. Je pense que il ne serait peut-être pas exagéré de dire que la personne qui bloque l'interview, en fait, n'a pas une totale confiance dans le comment dirais-je, la formation de M. Heinlein pour répondre à ce type d'interview. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle craint sa franchise, en fait? Elle craint des informations trop précises. Voilà. Mais oui, non, mais attendez, quelqu'un qui vient d'arriver dans un programme et qui donne des informations précises, encore faut-il qu'il ait une connaissance précise du programme. Or, je crois que justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une question d'époque. Je pense qu'à ce moment-là, elle a peut-être eu raison, c'est peut-être un peu dangereux. Mais non, mais on est au fond du sujet. Elle craint des informations trop précises ou trop imprécises parce qu'il ne connaît pas encore assez bien le dossier?
trop précise par rapport à sa connaissance du dossier. Ah voilà, d'accord. Oui, non. C'est le deuxième plan que j'aime bien, moi. On sent c'est toute la problématique de la DIRCOM et de son patron, quoi. C'est l'autre plan, l'autre image où il a l'air, voilà. On voit les traits tirés de la DIRCOM et c'est l'enfer permanent du DIRCOM. C'est cette crispation et vous avez derrière cet air un peu de jésuite contrit, faussement contrit. Je suis désolé, pas du tout. Je ne peux pas vous donner l'information. Croyez bien que si je pouvais, je le ferais. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous parler. Un commentaire sur cette image? Oui, moi, sur la situation en tout cas, il faut comprendre qu'on est dans une entreprise qui fabrique des produits de haute technologie. On est en pleine crise et on est aussi face à un concurrent qui n'est pas dans les images, mais que tout le monde a dans les esprits, c'est Boeing. Et donner des informations précises, comme le sous-entendait Pierre Condon, c'est aussi donner des informations à notre concurrent. À Boeing, et à Boeing, dans cette compétition qui oppose l'A380 au Boeing 787. Alors, depuis le début de sa fabrication, en tout cas, Maya, l'A380 n'a pas été avare de belles images de communication offertes aux télévisions. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ça fait bientôt 4 ans qu'on nous préparait à l'arrivée du très gros avion. Alors, souvenez-vous, dès 2003, alors pour faire passer les convois de tronçons d'Airbus, il fallait aménager les villages. Alors, on allait voir le maire du village qui montrait à la caméra par où ça allait passer. On voyait les petits chemins de campagne devenir des grosses routes. Et quand c'était pas par la route, eh ben, c'était par le fleuve qu'on les faisait passer. Puis alors enfin, quand il y avait un bout qui arrivait, ben, on nous emmenait dans l'usine pour le découvrir en même temps que les employés. Mais quand même, le plus impressionnant, il faut dire que c'était les convois la nuit qui passaient dans les villages, acclamés par les foules massées sur le bord des routes, accompagnés par des fanfares. Et on allait même tendre le micro au chauffeur du camion qui nous disait, la main sur le cœur, comment il était fier de sa cargaison. Et puis, finalement, on nous emmenait aussi voir le hall d'assemblage, l'immense hall d'assemblage, grand comme 17 terrains de football, où défilaient les maires, les ministres, qui venaient prendre la pause à côté de l'ancien dirigeant du groupe Noël Forgeard. Alors, une fois l'avion assemblé, peint, propre et tout, Airbus a organisé en janvier 2005 une grosse fête à laquelle ils avaient invité tous les chefs d'État des pays qui avaient participé à la construction de l'avion, avec un super spectacle, des danses, des lumières et puis des effets spéciaux incroyables pour célébrer ce qui était encore à l'époque le symbole de la réussite de la coopération européenne. Et puis finalement, en avril 2005, c'est l'apothéose, l'Airbus prend son envol et bien sûr l'événement est couvert très largement par tous les JT. Alors, pour essayer de comprendre les raisons qui faisaient qu'on ne pouvait pas forcément traiter ce sujet comme n'importe quel autre, alors on a dit le risque d'espionnage industriel, est-ce que la dimension symbolique et politique et européenne, symbolisée là par cette image de la brochette des chefs d'État des pays de fabrication devant l'appareil, c'était aussi quelque chose qui comptait? C'est-à-dire, dès que vous touchiez au sujet, est-ce que vous aviez cette impression immédiate de toucher à un symbole de l'aéronautique européenne, donc de l'Europe? Très franchement, non, j'ai jamais eu cette impression-là du tout, du tout. Je crois même que c'est un programme, tant que tout s'est très bien passé, on avait plutôt l'impression que c'était assez ouvert. Les portes étaient ouvertes, vous pouviez interroger qui vous vouliez. Assez ouvertes. Les seules parties qui étaient curieusement pas ouvertes, c'est justement les aménagements commerciaux, parce que chaque compagnie aérienne voulait faire la surprise, et puis il y a des problèmes de concurrence les unes les autres. Alors est-ce que je vais mettre des sièges comme ci, comme ça, etc. Et c'est justement ceux qui ont posé problème, en fait. C'est-à-dire, c'est justement là où le problème s'est déclaré. Mais jusqu'à ce moment-là, on s'est pas rendu compte. C'est même été jusqu'au point qu'un jour, on nous a amené, soi-disant, voir ce qu'on appelle la cabine zéro en Hambourg, qui devait être l'aménagement, une sorte de simulateur, si vous voulez, de l'aménagement de la cabine. On est allé là-bas, on était 4 ou 5 journalistes, et là, on a eu un doute, parce que vraiment, on n'a rien vu, à l'exception d'un simulateur de toilette. Quand même un peu bizarre, qui marchait très bien. On nous a montré qu'on pouvait mettre du papier, ça se bouchait pas, c'était très bien. Mais tout ce qui est les écrans que devaient avoir les gens, on n'a rien vu. Il y avait des armoires, on n'a tellement rien vu, on était un petit groupe, que depuis, j'ai recherché ce qu'on avait pu écrire derrière, et j'ai trouvé, personne n'a rien écrit. C'est-à-dire qu'on a passé 24 heures là-bas à visiter un truc qui était tellement inexistant qu'on n'a rien écrit dessus. Mais alors, aujourd'hui, quand vous y repensez, à votre avis, pourquoi ils ont organisé ce voyage? Pourquoi ils vous ont fait venir jusqu'à Hambourg pour ne rien vous montrer? Je crains que ce soit vraiment ça. Il y a des gens de l'intérieur qui peuvent le dire mieux que moi, mais je crains vraiment que ce soit ça le plus grave. C'est que j'ai l'impression qu'à Toulouse, personne n'était vraiment conscient de ce qui se passait.
Non, mais pourquoi on vous emmène à Hambourg? Parce qu'on nous a amené voir ce qui normalement devait exister et qui en fait n'était pas prêt. Ah oui, c'est-à-dire que parce que c'est Toulouse qui organisait le voyage. Absolument. Et Toulouse ne savait pas. J'ai l'impression que Toulouse ne savait pas la vacuité de ce qu'on allait nous montrer. Oui, mais alors ça, par exemple, ça c'est très intéressant. Ça vous met pas la puce à l'oreille? Vous dites pas, tiens, il y a quand même un truc. Si, mais c'est un élément qui est un tout petit élément. À côté de ça, vous voyez les avions arriver, assemblés, vous voyez dans la même usine déjà des morceaux de l'avion numéro 20 et quelques en cours d'assemblage. Donc c'est pas inquiétant. Ça vous alerte pas. Et puis c'est quand même un an avant la livraison à la première compagnie. On va progresser dans le temps. C'est juste après le premier vol, en 2005, que les premiers signes d'alerte apparaissent dans les grands médias. En mai 2005, donc quelques semaines après avoir consacré des dizaines et des dizaines de sujets au premier vol donc de la 380, eh bien c'est France 2 qui nous annonce de possibles retards dans les livraisons. Alors Monsieur Condon, vous êtes interrogé dans le sujet, mais à vous entendre, il n'y a rien de vraiment inquiétant. Du retard au décollage pour le géant des airs, l'A380, inauguré récemment en fanfare. On apprend que les premiers appareils seront livrés avec 2 à 6 mois de retard. Un mauvais point pour Airbus qui devra payer des pénalités. Aujourd'hui, les compagnies demandent des avions qui soient bons de service dès le premier et ça conduit à reculer la livraison quand on a un doute. Actuellement, il y a un problème industriel chez Airbus et donc les premières livraisons se feront avec un retard qui sera résorbé petit à petit. Alors, ce qui est frappant, là, je dirais, c'est votre ton. Et c'est l'assurance de votre ton. Le retard sera résorbé. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si sûr à l'époque? D'abord, le retard sera résorbé, même s'il est de 2 ans. Encore aujourd'hui? Bien sûr, encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que vous en êtes si sûr encore aujourd'hui, alors? Encore aujourd'hui, tout simplement parce que un retard dû à un problème industriel, ça veut dire qu'on est obligé de faire, en quelque sorte, les premiers avions qui sortent à la main. Bon, mais pendant ce temps-là, on réorganise la chaîne pour pouvoir les faire de façon régulière, normalement, comme on ferait des automobiles. Alors, ma certitude à cette époque-là, c'était la certitude du management. Parce que, évidemment, les journalistes n'inventent pas l'information, vous comme moi. On va sur le terrain, on va voir les gens. J'ai de bons contacts à l'intérieur d'Airbus, comme vous. Et les gens, à cette époque-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui paraît le plus grave, c'est que le management ne s'en soit pas rendu compte, était assez sûr que les retards étaient maîtrisables. Et en fait, cette crise est réellement une crise de management. Et comme c'est le management qui envoie l'information, la crise, en fait, le fait que la presse soit pas réellement au courant me paraît tout à fait normal. C'est une crise de management, et le management, au fur et à mesure, peut-être qu'il se rend compte qu'il va y avoir un problème, en tout cas, cache. On appelle ça dans notre entreprise aujourd'hui la green culture, la culture du feu vert. Tout le monde. C'est quoi la culture du feu vert? Chaque fois qu'on posait la question est-ce que tout va bien, tout va bien. Comme chacun des partenaires qui contribuent au programme Airbus devait dire que tout allait bien, sachant que ça n'allait pas bien chez lui, mais en se disant il y en a bien un qui va avoir le plus gros problème que moi, et c'est le premier qui parlera, qui se prendra les raisons de la crise sur son dos. C'est quoi ça? Mais alors la green culture, là, c'est une consigne qu'on vous donnait, c'est-à-dire que c'était pas une consigne. C'était quoi? C'était tout en conscience. Chacun des managers se disait moi, il faut que je dise que tout va bien chez moi, sans quoi c'est moi qui vais ramasser. Il y a des problèmes chez moi, mais mon voisin doit en avoir sans doute autant que moi. Mais vous saviez ça? Vous saviez que ça existait, la green culture? Vous saviez que les managers là, qui vous disaient oui, le retard sera résorbé, il n'y a aucun problème, vous saviez que de toute façon, le mot d'ordre, c'était tout va bien? Non, on savait que, compte tenu des ambitions du président de l'époque d'Airbus, il aurait été de très mauvais ton qu'il y ait des problèmes de façon ouverte. Donc on savait fort bien que s'il y avait des problèmes mineurs, probablement on ne les verrait jamais. Bon. De là à masquer un problème majeur, ça, je ne crois pas. Et je ne crois même aujourd'hui, je ne crois pas que le problème majeur a été masqué volontairement. Ce que je pense, c'est que chacun a mis sous le tapis les petits problèmes qui l'embêtaient, et qu'à force de mettre des petits problèmes à droite, à Hambourg, à Nantes, à Toulouse, ailleurs, sous le tapis, etc., un jour on s'est réveillé avec vraiment un très gros problème. Personne n'étant au courant du cumul de ces problèmes. Alors, on va revenir une seconde sur la chronologie. Bon, on a vu qu'il y a une petite alerte avec ce petit sujet de France 2 qui fait mention de retard. Cela dit, dans l'apothéose médiatique qui se déroule à la télé quelques semaines plus tard, les allusions au retard sont encore très très discrets, Maya.
Oui, c'est l'émission de Michel Drucker. Donc c'est vrai qu'un engin exceptionnel, une émission exceptionnelle, c'est en juin 2005. France 2 confie 3 heures d'antenne à Michel Drucker pour retracer toute l'épopée de l'A380. Alors l'émission, elle est enregistrée dans le hall d'assemblage de Airbus à Toulouse. Et l'avion trône en arrière-plan. Le spectacle est grandiose et Michel Drucker est complètement exalté. Bonsoir Toulouse. Il y a eu plusieurs dates importantes dans l'histoire de l'aéronautique. En 69, tous les Toulousains s'en souviennent. Il y avait évidemment Concorde. Cette année-là, il y a eu 747. Il y avait Apollo. Et puis, en 2005, il y aura eu, et c'est sur une date historique, l'Airbus 380, le plus grand avion de l'histoire jamais construit. Nous allons vous raconter cette histoire fabuleuse. Voilà, donc beaucoup d'émotions dans cette émission, mais sur le plateau, Michel Drucker reçoit le directeur du programme de l'A380 de l'époque, Charles Champion, donc celui qui a été éjecté, et ensemble, ils évoquent les retards de livraison, mais là encore, tout est parfaitement sous contrôle. Monsieur Champion, on a parlé il y a quelques semaines dans la presse qu'il y aurait un petit peu de retard, ce qui est normal pour un avion de cette importance. Alors bon, d'abord nous, quand on fait un avion, quand on le conçoit, l'objectif numéro 1, c'est la sécurité. Donc quoi qu'on fasse, on l'a bien vu dans le film, c'est une question de confiance. On ne passe pas à l'étape suivante tant qu'on n'est pas sûr. Cela étant fait, et le premier vol étant maintenant bien réussi, on a une meilleure visibilité sur la fin du programme. Et bon, on prévient nos clients qu'on aura probablement quelques mois de retard, pas beaucoup, et tout ça dans l'objectif de voir le meilleur avion possible. Voilà, une allusion mais timide. Je pense que c'est une illustration de ce que vous nous décriviez tout à l'heure comme la culture du feu vert. Hein. Et alors, il faut un an, c'est un an plus tard, Maya, en juin 2006, que la façade qui masquait les problèmes s'effondre brutalement. Oui, en quelques jours, tout s'écroule. Et alors là où les journalistes rivalisaient en superlatif pour décrire la formidable réussite, en juin 2006, ils ne trouvent pas de mots assez durs pour exprimer la chute. L'A380, l'Airbus géant, a-t-il des pieds d'argile? Le groupe EADS a en tout cas été obligé de reconnaître qu'il y aurait de nouveaux retards de livraison de 6 à 7 mois. Résultat, les compagnies clientes demandent des compensations et sa maison mère, EADS, chute de plus de 30% en bourse. Seulement 9 exemplaires livrés l'an prochain au lieu des 20 à 25 prévus au départ. Ce matin à Toulouse, silence radio de la direction. Airbus se contente d'un communiqué. En cause, un engorgement dans la chaîne de production des systèmes électriques. En clair, malgré 500 km de câbles, il faut maintenant rajouter des faisceaux pour alimenter les équipements raffinés promis aux compagnies. L'état-major de ADS est donc réuni depuis aujourd'hui pour discuter des dysfonctionnements d'Airbus. On refuse officiellement de parler de crise, mais c'est évidemment de cela dont il est question. Chaque jour révèle un nouvel épisode dans la série noire de ADS. Ce matin, c'est Noël Forgeard, le coprésident du groupe, qui est personnellement dans la tourmente. On apprend que Noël Forgeard avait vendu 3 mois plus tôt plus de 150 000 titres pour une plus-value de 2,5 millions d'euros. Y a-t-il eu délit d'initié? Une enquête est en cours. Si j'avais eu la moindre information privilégiée, comme vous disiez tout à l'heure, je n'aurais pas vendu ces actions. Bon, est-ce que je bénéficiais d'informations privilégiées? Non. Mais catégoriquement, non. On apprend que le coprésident de ADS, Noël Forgeard, va quitter le groupe avec l'équivalent de 3 ans de salaire pour son départ, soit 6,6 millions d'euros. Alors on voit là avec quelle brutalité la tonalité médiatique se retourne. Je vous voyais tous les deux hocher la tête avec accablement en regardant ces sujets, c'est-à-dire que vous trouvez que là les médias... Bah oui, les gens sont vexés, ils estiment qu'ils sont fait avoir, les journalistes. Il y a toute une presse... Ils ont peut-être raison, non? Non, non.
Non, ils n'ont pas raison. Parce que, comme vous l'avez dit, ils se retournent. C'est-à-dire qu'ils ont cédé à la facilité d'envoyer de l'information sans la vérifier à une époque, ou sans s'intéresser vraiment au dossier. Et ben maintenant, ils envoient le balancier aussi fort dans l'autre sens. Et il y a une accumulation de contre-vérités, quasiment 2 ou 3 par sujet, pour ce qu'on a pu voir. Et encore, il n'y a que des extraits. Oui, mais ils sont dans l'agression-frustration. Oui, absolument. C'est un phénomène physiologique qui a été étudié. L'agression-frustration. L'agression-frustration, c'est quand on est habitué à avoir, par exemple, des choses agréables, des petits sucres, des récompenses pendant un certain temps. Le moment où ça s'arrête, il y a une réaction d'agression qui se produit, parce qu'il y a une petite molécule dans le cerveau qui n'est plus libérée, c'est une molécule du plaisir. Et au moment où elle est plus libérée, la réaction automatique, c'est des centres nerveux qui font qu'on attaque. Voilà, c'est étudié chez des chats il y a déjà longtemps et c'était confirmé. J'ai une autre analyse que Sébastien. Moi je pense que ce sont des journalistes au lendemain d'une guerre perdue ou d'une bataille perdue. C'est-à-dire qu'on a vu Drucker, on vous a vu minimiser les retards avant que la crise naisse, et on voit bien qu'on est dans une forme de patriotisme économique où les journalistes n'osent pas être des traîtres à la grande cause, à mon avis. Et je pense qu'une fois que la guerre est perdue, c'est-à-dire que la crise et que cette bataille est perdue momentanément, à ce moment-là, on se demande mais comment se fait-il qu'on ait perdu la guerre? Il y a une espèce de curé derrière. Non, mais vous avez minimisé quand même. Non, peut-être parce que vous ne saviez pas, parce que vous ne donnez pas les... Ne confondez pas une presse spécialisée et une presse comme ce que nous faisons depuis des années sur les régions de production aéronautique. Lui, il a minimisé? Non. Ne nous confondez pas une presse spécialisée et une presse qui connaît bien les problèmes de par la proximité, aussi bien en Picardie que dans le Sud-Ouest, avec une presse nationale qui tombe parfois dans la facilité. Tout le monde a minimisé. Non. À partir du moment où il y avait ces problèmes très lourds de logiciels et d'incompréhension franco-allemande, et que personne ne le disait, personne ne l'écrivait, ça s'appelle pas minimiser, ça? Non, absolument pas. Et à votre avis, le Boeing 747, c'est une belle réussite? Oh non, mais c'est une belle réussite ou pas? Bien sûr, mais est-ce que le journalisme, c'est pas l'art de l'instant? Plus d'un an de retard. Est-ce que le journalisme, c'est pas... Il est absolument normal dans un programme aéronautique qu'on ne tienne pas les délais. Et tant qu'on reste... Tout le problème, c'est une question de raisonnable. Dans ce que vous avez montré, il était question de 6 mois de retard. Et 6 mois de retard sur un programme comme ça, c'est normal. Le problème est plus grave parce que c'est pas tellement les retards. Même 1 an de retard, c'est pas si dramatique. Mais en revanche, ce qui est dramatique, c'est le fait que ça ne se soit pas vu. C'est justement là. Si ça s'est pas vu, si ça s'est pas vu, est-ce que c'est pas parce que chacun d'entre vous a un peu mis à l'écart les signes qui auraient pu l'alerter? La cabine vide qu'on vous emmène voir à Hambourg, les signes dont vous dites aujourd'hui, tiens, oui, j'aurais pu... Il ne suffit pas d'annoncer des choses, il faut quand même être sérieux, il faut pouvoir les prouver. Une enquête. Une impression, alors bon, ça c'est un autre débat, mais une impression, une image, une photo, une cabine vide, ce sont des faisceaux qui commencent à converger. Mais petit à petit, on se parle entre nous, on se dit tiens, il y a des choses qui vont pas. Alors après, l'enquête, effectivement, mais enfin l'enquête, c'est peut-être des médias qui ont le temps de faire des enquêtes et d'y consacrer beaucoup de temps. C'est pas en tout cas notre métier chez nous, de faire des grandes enquêtes. Et non, nous on fait de la télévision régionale, on ne peut pas consacrer une équipe pendant des semaines et des semaines à mener des enquêtes, à se déplacer, à rencontrer les gens. Alors, vous auriez aimé, oui, tout à fait. Et vous l'avez demandé à votre direction, vous avez dit à votre direction, là il y a un souci sur le 380. On parle, on évoque, on en parle. C'est très amusant, je trouve que cette succession d'une cécité, puis d'un revirement un petit peu dans le fait de rajouter, ça a tous les ingrédients, je trouve, d'une relation amoureuse. La cristallisation dans la relation amoureuse, c'est dans un premier temps, on ne voit pas les défauts, et ensuite forcément dans un lien sentimental très puissant, et puis au moment de la rupture, il y a cette frustration, agression qui intervient. Le fait de devoir brûler ce qu'on a adoré, ça veut dire quoi? Parce que c'est le meilleur moyen de se détacher. En ce qui concerne un journal comme Ericosmos, je pense que c'est une analyse qui est tout à fait valable. C'est-à-dire que vous avez été amoureux de la 380? Je crois que c'est un journal dans lequel les journalistes sont amoureux du secteur qu'ils couvrent. Les uns sont des fanatiques du Rafale et des avions de combat, les autres sont des fanatiques des avions commerciaux. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a une empathie avec les programmes et ceux qui les font. Ça, je crois que c'est vrai. Alors que ça de rendre aveugle... L'amour rend aveugle, ça, c'est connu depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un risque dans Air et Cosmos que si vous faites un article affreux sur Airbus dans une période où tout est censé aller bien dans les communiqués de presse, on vous sucre des pages de pub? Il y a des risques, mais on les a toujours assumés. Je vous signale que Air et Cosmos, par exemple, a écrit des choses déplaisantes sur le Rafale, et que depuis, ça doit faire 6 ans maintenant, nous n'avons plus aucune relation, même de presse, avec la société Dassault. Et ça, on le regrette, parce que il y avait ou de notre part aucune intention d'agressivité, et Dassault est une société qui fait de très beaux avions. C'est pas
c'est pas le problème, mais c'est le risque qui est normal. Alors, si vous aviez du mal à parler du fond du dossier, en tout cas dans vos sujets, vous parliez beaucoup de la communication ou de la non-communication d'Airbus. Un grand moment, Maya, le premier vol de presse du 380. Oui, c'était en février dernier. Donc les journalistes du monde entier étaient conviés à faire un tour dans l'avion pour mettre l'eau à la bouche aux futurs passagers. Effectivement, sur les chaînes nationales, ça faisait vraiment envie. C'est un embarquement inédit, celui de 170 journalistes, les premiers visiteurs extérieurs à l'entreprise d'Airbus. Conseil supplémentaire, bien suivre l'hôtesse pour trouver le bon siège parmi plusieurs centaines. Pour les plus nantis d'entre nous, voici la première classe. La première classe, bon, ça coûte cher, mais pas pour rien. Alors, on a la place pour ses pieds. On est complètement allongé, complètement allongé. Dans la cabine, beaucoup de cloisons. Les compagnies veulent éviter l'impression de transport de masse et personnaliser le service en affectant une hôtesse ou un steward à chaque section. Avec ses grandes toilettes, son magnifique escalier qui relie les 2 étages, son bar. Alors ici, à plus de 11 000 mètres d'altitude, c'est quand même véritablement un salon volant. Voilà, donc c'est vrai que ça faisait envie. Mais alors à France 3 Toulouse, vous aviez choisi de traiter ce voyage avec un angle un poil différent. Ce journaliste possède son billet pour embarquer dans l'A380. Ils sont venus du monde entier pour participer à ce vol de presse organisé par Airbus. 2 heures de vol pour apprécier enfin les qualités de vol du paquebot désert. Une opération de communication et de séduction des médias qui vient à point. Au total, 200 journalistes invités, pas plus. Des journalistes triés sur le volet par Airbus. Il y avait des priorités. Les priorités, c'était vraiment de satisfaire les clients qui étaient demandeurs de ce vol. Mais les clients, c'est au niveau des journalistes, c'est les clients, c'est-à-dire les compagnies aériennes qui veulent des articles. Autre mélange des genres entre communication et journalisme, les photos flatteuses des futurs articles sont fournies par Airbus. Les photographes des grandes agences internationales comme l'AFP, Associated Press et Reuters n'ont même pas été invités pour ce vol. Et on va encore une fois nous proposer un jeu de photos qu'on va aller piquer, que nos rédactions à Paris vont aller piquer dans le site Airbus et nous allons diffuser ces photos. Ces photos, c'est de l'image contrôlée par des services de communication. C'est inadmissible, c'est pas dans notre déontologie. Une profession qui dénonce une entrave à l'information. Une pétition a été envoyée à Louis Gallois pour que ces journalistes photographes aient désormais meilleure presse auprès d'Airbus. Et ça, aujourd'hui, par exemple, le fait que les photographes aient été interdits à bord, que toute la photo ait été contrôlée, vous dites c'était normal parce que, encore une fois, il ne fallait pas donner d'informations à Boeing, ou c'est encore un signe qui aurait pu alerter tout le monde? Oh, ben écoutez, on est dans un avion qui est un avion d'essai ce jour-là. Je crois que c'est le MSN numéro 1, celui qui a fait le premier vol, donc il n'est pas du tout dans sa configuration technique. Par contre, l'aménagement commercial, qui est assez basique dans l'avion, peut effectivement poser problème au constructeur, je n'en sais rien. Alors, sur le verrouillage de la communication d'Airbus, dernier reportage, Maya. Oui, apparemment les relations avec le groupe sont un peu tendues, à tel point que quand à France 3 Midi-Pyrénées, vous décidez de consacrer un sujet à leur stratégie de communication, c'est plutôt sévère. La presse a de plus en plus de mal à faire objectivement son travail. Les demandes d'interview des journalistes sont systématiquement rejetées. Paris, mardi 10 octobre. Louis Gallois, fraîchement nommé PDG d'Airbus, vient d'accorder une interview à la radio Europe 1. Ce sera la seule de la journée. Europe 1 appartient au groupe Lagardère et Lagardère est actionnaire de ADS, la maison mère d'Airbus. Dans l'après-midi, devant le siège d'Airbus, les journalistes espèrent toujours obtenir des informations. Une seule source possible, les syndicalistes. Les conséquences pour l'information, à mon avis, c'est qu'on ne peut dire que du bien de Airbus. Il est objectivement impossible de pouvoir dire, entre guillemets, du mal, quand bien même, effectivement, il y aurait du mal à dire. C'est difficile, par exemple, de savoir quelque chose de réel sur les conditions de travail. Les syndicats, qui cogèrent d'une certaine manière aussi la situation économique à Airbus, ne sont pas, dans ces domaines-là, de vrais interlocuteurs. Ils y ont un tel intérêt qu'eux-mêmes se censurent, s'autocensurent et limitent leurs propos. Impossible de filmer ou de photographier Louis Gallois. Les seules images diffusées ce jour-là ont été fournies par l'entreprise Airbus elle-même. Des cassettes clés en main fournies aux journalistes, une image lisse, pas de communication. En période de crise, Airbus préfère se taire et cherche à maîtriser complètement l'information. Sollicité pour ce reportage, Airbus n'a pas donné suite à notre demande.
Alors, attaque frontale d'un journaliste contre les syndicalistes. En gros, vous êtes complice de l'omerta si vous avez tellement intérêt à ce que l'entreprise marche, ce qui se comprend, que vous ne parlez pas, que vous ne dites rien, que vous ne donnez pas d'informations à la presse. D'abord, je serais curieux de savoir ce qu'il répondrait aujourd'hui si on lui reposait la même question, au moment où même Airbus vit un conflit, que l'organisation syndicale Force ouvrière que je représente, dont l'organisation que je représente est Fer de Lance, j'aimerais qu'on lui repose la même question aujourd'hui et on verrait si on co-gère l'entreprise comme il le dit. Ah bah oui, non mais aujourd'hui vous parlez parce qu'on est dans une situation de conflit, oui, mais est-ce que quand tout allait bien et avant que le conflit n'éclate, vous n'avez pas eu tendance à... Est-ce qu'il est interdit à une organisation syndicale d'aimer son entreprise et aux salariés d'aimer leurs entreprises? Est-ce qu'un syndicat doit systématiquement dénigrer son entreprise? Est-ce qu'il y a des choses où vous étiez interviewé, est-ce qu'il y a des moments où vous étiez interviewé et délibérément vous êtes dit ça je le dis pas parce que ça desservirait l'entreprise? Jamais. Ce qui veut dire que vous avez pu dire des choses, y compris au risque de desservir l'entreprise parfois? Jamais pour desservir l'entreprise. Non mais au risque de? Non, au risque de... Non, absolument pas. On fait attention évidemment à ce qu'on dit parce qu'on veut surtout pas que l'entreprise en souffre, parce que derrière ce sont nos emplois. Hein, c'est nos conditions de travail, nos emplois. Donc on défend cette entreprise, on l'aime, mais pour autant, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et on le dit avec force. Aujourd'hui, on est en opposition complète avec le management de l'entreprise sur le plan qui nous est proposé pour les 20 ans qui viennent. Eh bien, on le dit avec force. Oui, mais alors, et à l'époque, on l'a dit avec la même force aussi. Et c'est d'ailleurs la raison qui nous a conduit, dès le mois de juin de l'année dernière, à demander une analyse stratégique et industrielle sur la situation de l'entreprise pour nous faire notre propre opinion. Jean-François Knepper, cette histoire de malentendu, d'impossibilité de communication entre Français et Allemands, de difficultés de communication entre Français et Allemands, et notamment le fait que chacun des deux continue à utiliser son propre logiciel, avec les problèmes que ça a posé. J'imagine que par vos contacts avec vos confrères allemands, avec les syndicalistes allemands, vous étiez au courant. Mais, non, on n'était pas franchement au courant parce que... mais vous les voyez, vos confrères allemands? Bien sûr qu'on les voit. Je suis coprésident du comité européen avec un collègue allemand et on se parle de façon permanente. Pas de ça. Mais évidemment que non. Pourquoi? Parce que les Allemands, s'ils ont un problème industriel, ils ne vont pas se dépêcher de venir nous le raconter. Ils vont essayer de le résoudre parce que derrière, ils protègent aussi leurs emplois. Et de la même façon, on protège les nôtres. Et je trouve ça tout à fait naturel. Voilà. Ah oui, c'est curieux, parce que vous dites les vôtres et les nôtres, ce qui veut dire que chacun... J'essaye juste de comprendre, parce que moi je ne connais pas cette entreprise, c'est-à-dire que chacun se considérait un peu comme comptable de son emploi national, de la sauvegarde de son emploi national, peut-être éventuellement au détriment de l'entreprise. Peut-être, c'est possible. En tout cas, moi, je prétends défendre l'emploi chez moi, pour les gens que je représente. Ça, c'était évident. C'est quelque chose que vous sentiez dans vos contacts avec les syndicalistes, ça? Ça, c'est quelque chose qui est vrai, oui. Mais le malheur, c'est que si c'était que les syndicalistes, j'estime qu'ils sont encore dans leur rôle. Puisque finalement, il y a quand même... on pourrait... Parce que là, on parle du syndicalisme des Français contre le syndicalisme des Allemands. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi que chacun ne défende pas sa chapelle en France même ou en Allemagne même, d'entre différentes implantations de l'entreprise. Mais quand vous dites s'il y avait les syndicalistes, ça veut dire qu'on pouvait observer la même chose, par exemple, au niveau des pouvoirs politiques. Au niveau des pouvoirs et de la direction générale, du management. Monsieur Schneiderman, les faits le démontrent bien. Power 8 vient d'être validé par un conseil d'administration de ADS, derrière lequel on sent bien qu'il y a eu une cohésion allemande forte, actionnaires, patrons, syndicats, politiques. Et le fait qu'aujourd'hui on estime que le contenu du plan Power 8 n'est pas, comme on nous l'avait promis, équilibré, montre bien que les lignes ont été fortement déplacées au profit des Allemands et au détriment des Français, qui se sont pointés devant ce conseil d'administration avec un État français pourtant actionnaire du groupe et qui n'avait pas nommé de remplaçant à Louis Gallois comme représentant de l'État au conseil d'administration. Voilà. Eh bien, je crois que ça, c'est légitime de le dire. Absolument. Très bien. Si vous deviez, je sais bien que c'est difficile, mais si vous deviez refaire la couverture de la 380 aujourd'hui, il y a des, je sais pas moi, il y a des informations que vous donneriez sur lesquelles vous mettriez l'accent Pierre, je ne sais pas. Je crois que les reportages que vous avez montrés ont bien fait comprendre que nous avons fait notre travail.
aussi loin que possible avec les moyens que nous avions et ce que nous avions en face, que nous ne sommes pas là pour détruire, démonter ou critiquer une entreprise, que nous sommes là pour rendre compte de ce que nous avons en notre possession, c'est-à-dire le plus de choses possible, et que nous le faisons sans état d'âme. Est-ce que des journalistes étrangers qui seraient vos homologues dans des canards spécialisés anglais ou américains auraient été plus rapides, ou vous avez le sentiment d'avoir lu des doutes ou des questionnements ailleurs? Je crois même que c'est la presse française, et en particulier la presse spécialisée, qui a été le plus critique en amont. Parce que c'était timide quand même. On peut trouver. Non. C'était timide. Pas une couverture quand même sur le crash, si j'ose dire entre guillemets, de juin 2006. Quand on apprend qu'il y a des nouveaux retards. C'est pas tout à fait exact. Mais enfin, la couverture, c'était sur les pistes pour rebondir. Oui, mais non, il y a personne. Non, quand je dis. Il y a cette catastrophe industrielle de juin 2006. Air et Cosmos n'y consacrent pas une couverture. D'abord, vous savez que les journaux bouclent un certain jour. Mais la semaine d'après. La semaine d'après, quand toute la presse quotidienne a fait ses couvertures, quand vous avez... Non mais attendez, je veux bien, mais il y a quand même une chose qu'on me fera pas faire, c'est de faire une couverture ridicule 10 fois après tout le monde. Faut pas exagérer, moi aussi j'ai des actionnaires. Non, après c'est trop tard. Non, c'est vrai que... non, mais ce qui est parfaitement exact, c'est que tant que tout allait bien, il y avait beaucoup d'informations. À partir du moment où ça va moins bien, il y a moins d'informations. Et quand je disais que la presse française a été la plus critique, et nous compris, avant. Il ne s'agit pas du programme lui-même. Personne n'a été critique sur le programme A380. En revanche, nous et les autres, on a été critiques sur la façon dont on refusait de faire d'Airbus une société intégrée. Et ça, on l'a dit, et finalement, c'est ça qui est le véritable problème derrière le 380. Oui, mais on revient que là encore sur ce plateau, vous dites les choses avec beaucoup de pudeur. Alors c'est peut-être la pudeur de l'amour. C'est pas de pudeur, mais il n'y a pas de raison d'être mal élevé. Non, mais on est d'accord, surtout quand on aime. Mais quand on dit on refuse de faire d'Airbus une société intégrée, les gens ne comprennent pas forcément. C'est pas forcément les mots les plus clairs. Les mots les plus clairs, ça peut être il y a un vrai problème entre Français et Allemands qui n'arrivent pas à se parler. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'était pas vrai. Mais ça c'est pas vrai. Français... Ça fait 30 ans en revanche qu'à Toulouse. Attendez, c'est ce qu'il vient de nous dire. Il vient de nous dire qu'il avait du mal à parler des sujets avec ses collègues allemands. Non, on a du mal à parler des problèmes industriels avec mes collègues syndicalistes allemands. Ceci dit, au plan social, on arrive à se mettre d'accord et à trouver des lignes communes de partage pour une politique commune. Heureusement. Et on sait faire ça. D'ailleurs, on le sait peut-être le faire mieux que nos patrons, puisqu'on démontre pour l'instant qu'il y a quand même de la solidarité face à Power 8. Ce que je voulais ajouter, c'est très important. On parle aujourd'hui beaucoup d'Airbus. Regardez la presse américaine aujourd'hui. Est-ce qu'elle parle des problèmes du Boeing 787 ? Non. Posez-vous la question pourquoi, et sans doute aux mêmes mots, les mêmes effets. Personne n'est jamais fier de dire qu'un programme de cette nature, qui fera de toute façon de la 380 le plus bel avion du monde, c'est inévitable, il sera incontournable. Personne n'est fier de dire qu'il a eu un problème à un moment donné. Très bien. Merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Arrêt sur Image revient dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur Image. Arrêt sur Image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir